soyez les bienvenus à cette émission. Je sais, la canicule est arrivée et vous avez envie d'entendre parler de sujets peut-être un petit peu plus légers. Alors, on s'est dit que dans la culture, il y avait aussi la mode et que j'allais attirer votre attention particulièrement sur la tenue vestimentaire de Georges Hébert pour commencer cette émission. Alors, cette tenue est la tenue qu'il portera lundi prochain au lancement de son livre « L'ombre et la lumière » et il a tenu à la tester sur vous, voir si l'impact de sa tenue vestimentaire allait être positif, auquel cas il en changera si l'impact n'est pas bon. Alors, nous espérons recueillir vos réactions d'ici la fin de l'émission. Non, c'est le haut surtout qui nous importe. Le bas, on l'imagine. Alors, nous allons vous parler aujourd'hui de Hamlet. Cette pièce qui est à l'affiche au Théâtre du Nouveau Monde dans une mise en scène de Lise Reichenbach. Nous allons vous parler d'un livre qui s'intitule « À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie » de Hervé Guibert. En confrontation, nous allons accueillir M. Paul Hunter, un des espoirs des arts conceptuels du Canada. En entrevue, nous aurons Mme Céline Dion. Et pour commencer, nous sommes allés visiter l'exposition de Salvador Dali. Alors, René au miroir a tenu à ce que nous portions ses lunettes parce que je pense qu'elles lui vont très bien à lui. Nous lui servons d'écrin, en fait, de faire valoir. René, est-ce que tu es satisfait? Oui. C'est vrai qu'à toi, elles se vont très, très bien. Alors, l'exposition est au Musée des Beaux-Arts. On a vu les images de cette émission, de cette exposition tout à l'heure et on s'est dit que ça va être un succès foudroyant, c'est tellement beau. Je ne sais pas, Nathalie, toi, comment tu as réagi? C'est superbe, c'est absolument. Alors, donc, il y a 135 œuvres. Il faut dire, ce ne sont pas, évidemment, c'est pas toute l'œuvre de Dali, mais au moins, c'est toute la vie de Dali, puisqu'on a son premier tableau qui a été fait en 1915, jusqu'à son tableau, le dernier tableau fait en 1983, qui s'appelle, il y a des titres absolument extraordinaires, Lit et deux tables attaquant férocement un violoncelle. C'est beau! Ça, c'est un de ses derniers tableaux. Alors, bon, Dali, c'est assez difficile d'en parler parce que, bon, pour les uns et pour Dali lui-même, c'est un génie. Pour les autres, c'est un fumiste, c'est le roi des fumistes, c'est un fasciste, enfin, c'est toutes sortes d'affaires. On ne sait plus comment trop s'y retrouver. Ce qu'on sait de lui, eh bien, c'est qu'il est né un jour en 1904 à Figueras, dans une ville catalane. Il a commencé à peindre très tôt et, en fait, ça a commencé à marcher très vite pour lui. Et là, les événements se précipitent quand il s'en va à Paris en 1926. Là, il rencontre Picasso. D'ailleurs, c'était, bon, il y avait un bon rapport. Il admirait Picasso et vice-versa. Et c'est 2 ans plus tard, il retourne à Paris et là, Miro lui fait rencontrer les surréalistes. Et à partir de ce moment-là, 3 ans plus tard, il y a le chien andalou avec Buñuel et il va être intronisé, il va être intronisé par André Breton chez les surréalistes. Sauf que ça va être le début d'une grande histoire d'amour et de haine avec les surréalistes, parce que très vite, tiens, ça c'est un des problèmes d'Ali avec les surréalistes, c'est qu'à un moment donné, il va parler de son admiration pour Hitler, et ça c'est en 1938, et à partir de ce moment-là, André Breton ne voudra plus rien savoir de lui, et ça va être la fin de son association au mouvement surréaliste. Et d'ailleurs, il va dire, lui, qu'il est le seul vrai surréaliste, que les autres, bon, c'est trop structuré, c'est trop intellectuel, alors que lui, il délire pour de vrai, il se réveille, et puis là, c'est vraiment... alors que les autres, c'était une méthode. Donc, lorsqu'il a parlé de son admiration pour Hitler, est-ce qu'il a dû s'excuser par la suite? Non, justement. C'est ça qu'on disait, peut-être qu'il en fait. Non. Il ne s'est jamais excusé, d'ailleurs, Dali. C'est pas tout à fait son fort. Ce qui est fantastique là-dedans, c'est qu'on se rend compte à quel point il a eu une importance, une influence majeure. Quand on pense, par exemple, à un artiste comme Andy Warhol, qu'on a dit qu'il était absolument révolutionnaire et tout ça, il est tout allé, en fait, voler à Dali. Et beaucoup de gens comme ça. Il y a des... Bon, ça, c'est la femme. Ça, c'est fantastique. C'est un objet en pâte de verre. Un objet. C'est une montre molle en pâte de verre. Ça va vite. Et il y a une période aussi... La girafe en feu, c'est beau. Avec les montres molles qu'on va voir à gauche. Oui, c'est ça, les montres molles. Alors, les montres molles, est-ce que tu sais comment il a découvert cette idée des montres molles? En mangeant du camembert. En mangeant du camembert, il manquait quelque chose dans son tableau. Alors, il est allé se reposer un peu, il a pris un peu de camembert, il s'est endormi et il a rêvé de ce camembert andouillant et d'une montre en même temps. Et s'est réveillé en criant, je l'ai. Moi, ce que j'ai le plus aimé de cette exposition-là, bon, les tableaux et tout ça, parce qu'on ne comprend pas tout et on ne peut pas essayer, c'est les objets en pâte de verre. C'est absolument magnifique, les couleurs, bon, Dali. Mais la pâte de verre, qui est comme cette montre molle, en fait, c'est comme son matériau de prédilection. C'est vraiment une très belle exposition. Ce que j'aime aussi dans cette exposition, parce que j'avais peur, j'ai vu 135 heures, je sais l'œuvre de Dali est immense,
J'ai vu Montréal en première exposition et j'ai pas vu que le musée d'Espagne avait prêté des œuvres. J'ai dit c'est peut-être une exposition un peu en sous-main qu'on nous refile, et c'est pas vrai, c'est une excellente exposition, montée de manière très intelligente par Tébel, qui est le conservateur, et très rapidement aussi. Parce qu'on voit toute l'œuvre de Dali, et ce qui enlève aussi beaucoup au fou de Dali et des clichés. Par exemple, moi j'ai été très heureux de voir cette peinture qui est le portrait de la grand-mère Anna, et cousant, cette vieille femme en train de coudre, et que Dali a recouvert d'une couche légère, une couche verte bleue, qui donne un côté, une tendresse qu'on connaît rarement chez Dali. On parle toujours du Dali fou, mais on oublie le Dali excessivement tendre. On parle aussi du Dali un peu, en fait, ce que j'ai aimé, j'ai retrouvé dans toutes les eaux poils, ce côté Dali tendre. C'est un inventeur à l'égal de Léonard de Vinci, et s'il avait donné plus d'importance au bien-être matériel des gens, je pense qu'il aurait fait des choses aussi importantes que la machine volante. C'est un homme futile, c'est un homme des modes, il aurait fait un très grand couturier aussi. Dali est un très grand couturier, et ce que j'aime aussi, parce que je vais retrouver dans mes notes, c'est que Dali peint comme un aveugle. C'est-à-dire, il est fixé sur l'image visuelle, l'image sensuelle, l'image au-delà même dans le rêve. Et surtout, il ne faut pas oublier ça pour les gens qui vont délirer sur Dali. Dali a dit que les montres molles ou dures, les montres doivent donner l'heure, c'est leur but. C'est-à-dire, cesser de devenir fou. Ce n'est pas Dali qui est fou, Dali est tout simplement comme on devrait l'être. Alors, merci, Dany. Et je vous rappelle que l'exposition est présentée au Musée des Beaux-Arts jusqu'au 29 juillet. Et ça devrait avoir un succès extraordinaire. C'est une magnifique exposition. Jeudi soir dernier, M. Gérard Delévesque présentait son budget. Immense déception dans les milieux culturels qui s'attendaient au fameux 1 %. Nous avons recueilli la réaction de M. Jean-Claude Germain. C'est un ancien président du comité exécutif de la Ville de Montréal qui s'est rendu un jour immortel en parlant des arts artistiques. Tout le monde, bien sûr, a ri de lui en le traitant de buteur inculte, alors qu'à mon avis, Joe Marie s'est avéré là un des grands penseurs culturels québécois. Un esprit simple, dont nous avons désespérément besoin aujourd'hui en cette période de grande confusion culturelle. À l'heure de la souveraineté culturelle que M. Bourassa défend, mordicus, tout est culture. Le français dans les écoles, le français sur les gaminets, les parades de Saint-Jean-Baptiste, l'affichage sur les routes, les grafftis, les épluchettes de blé d'Inde, les dictées de pivot, tout, mais absolument tout est devenu culture, sauf, semble-t-il, ce que Joe Marie avait si bien nommé les arts artistiques, c'est-à-dire le théâtre, la danse, la peinture, la sculpture, la littérature, bref, tous les arts dont la fonction première n'est pas d'être une industrie culturelle, mais un art artistique. Malgré ces évidentes lacunes intellectuelles, c'est une réalité que Joe Marie avait compris et que le gouvernement de M. Bourassa et son actuel ministre des Affaires culturelles s'efforcent de ne pas comprendre. Joe Marie, lui, faisait la différence entre un peintre comme Riopelle ou Pellan et une PME ou une CLSC, ce qui n'est pas toujours le cas dans le cas du ministre des Affaires culturelles, Mme Robillard. Ne soyons pas naïfs. C'est une confusion volontaire, puisqu'une fois qu'on les a traduites en termes d'administration culturelle, les revendications des arts artistiques deviennent des chiffres, des équations, des pourcentages qu'on peut traiter comme tels. Ce qui est un non-sens absolu, puisque la fonction première des arts artistiques dans une société est de nous rappeler que nous ne sommes pas des chiffres, des équations ou des pourcentages, mais des individus. En somme, ce dont rêve le gouvernement actuel, c'est d'une culture sans arts artistiques. Où es-tu, Joe Marie, maintenant qu'on a besoin de toi et de ton esprit simple? On se demandait ce qui nous manquait. C'était M. Savignac. Après la publicité, Mme Céline Dion, et de la part de Marie-France Bazot, j'aurais à lui demander où elle a acheté la petite camisole qu'elle porte sur son vidéo. Dans un instant. C'est de la soupe chunky, mon capitaine, avec des gros morceaux de viande. Moi, il va falloir payer un surplus. Un surplus déjà dans la soupe. 20% plus de bœuf. Essayez la chunky kettle avec maintenant 20% plus de bœuf. La soupe qui se mange comme un repas. Vous avez un argument de poids? C'est bon, on y va!
Une œuvre qui s'adresse à l'intelligence et au sens de l'aventure, qui fera rire. Je suis pas sûr que c'est toute la vérité. C'est sûr, toute la vérité commence en politique. C'est Cynique en diable, Bunker, le cirque des lundis 21h à Radio-Canada. 2, 3, 4. 6 épisodes où la vie est présentée comme un téléroman. Vivez l'histoire des professeurs et des élèves de l'école de danse. Partagez avec eux leur passion de la danse sociale. École de danse, dès le 13 septembre à Radio-Canada. Je fais un métier stressant. Mais je réussis à me détendre en m'entraînant avec la télé. Je dois rien manquer. Ça prend une bonne rapidité d'exécution, du contrôle, puis une bonne vision téléphérique. Les plus jeunes me surnomment œil de lynx. Conséquemment, je peux affronter les situations les plus extrêmes. Ne ratez rien. Faites votre programmation parmi plus de 275 chaînes de qualité numérique. Il y a de l'action. Allez-y, avec Félix Presburg. Le hasard faisant bien les choses, Céline Dion est avec nous. Bonjour Céline. Bonjour. Et tu portes ta petite camisole que tu avais sur ton vidéo. Alors Marie-France voudrait savoir où tu l'as acheté, elle en veut une semblable. Je sais pas où je l'ai acheté. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je l'ai. Tu n'as pas porté pour ton vidéo une camisole que tu avais depuis 2 ans, Céline. Je l'avais déjà dans ma garde-robe, dans mon tiroir. C'est un petit t-shirt comme ça que j'ai ressorti, que j'ai mis dans mes bagages et qui m'ont fait porter. Mais est-ce Ça fait un que petit bout de temps que je l'ai, pour être franche. le choix d'une tenue vestimentaire pour une vidéo comme ça, dont on connaît l'importance, est-ce qu'on y pense pendant 3 mois à l'avance, comment je vais m'habiller, comment je vais être, etc.? D'après ce que tu me disais, ça s'est fait très spontanément. Nous, on y pense. Moi, en tout cas, j'y pense quand je monte sur scène, quand je fais un vidéoclip ou quand j'ai à faire une émission de télévision. Je pense à qu'est-ce que j'ai envie de porter, qu'est-ce que je devrais mettre, est-ce que c'est trop chic, est-ce que c'est trop sport. Ça, j'y pense. Sauf que les gens avec qui tu travailles, quand tu arrives sur le plateau, tout ce que toi, tu as pensé mettre, eux autres, ils t'en ça, tu dis non, pas ça, c'est trop chic, c'est trop beau, c'est nul, on ne mettra pas ça. Toutes les choses, ils choisissent toujours les choses que tu penses vraiment qu'ils ne seront pas portées. Non, ils sont Genre, ton ressortis. vieux jeans, ta paire de baskets dans lesquelles tu es le plus confortable, ton vieux t-shirt, justement, t-shirt, ça fait 2-3 ans que je l'ai, ils me l'ont fait porter. Mais c'est des choses où tu te sens vraiment très confortable et c'est ça qui dégage ton côté naturel des choses. Bon, je suis contente parce que là, ton t-shirt, tu l'as assez porté au bout de 2 ans, tu pourrais le laisser à Marie-France. Ok, parfait. Elle va se transformer. Dis-moi, ce disque-là, c'est un disque extrêmement important pour toi. Il est sorti à Montréal il y a 3 semaines. Vous faites une tournée à travers le Canada avec ce disque-là. C'est un disque en anglais. Oui. Il y a des chanteuses auparavant du Québec qui ont présenté des disques en anglais et ça a été pratiquement la fin de leur carrière. On leur en a voulu amèrement. Je pense à Véronique Béliveau, par exemple, pour qui ça a été une tragédie, ou presque. Et à toi, on te pardonne ça très bien. Il n'y a personne qui soulève la question. Céline Dion fait un disque en anglais. Trahit-elle sa culture? Je dois vous dire que c'est vrai que je suis très choyée. Depuis le début de ma carrière, j'ai toujours été très chanceuse. Mais et je suis très consciente aussi que, parce que c'est quand même pas évident de sortir un disque en anglais au Québec. C'est pas évident du tout, surtout dans le contexte. Exactement. Il y a 3 semaines, quand j'ai sorti mon disque, on a fait un lancement au Métropolis et je me disais, j'espère que les gens vont bien répondre à ça. Et je peux vous dire que j'ai vraiment pas été déçue. Au contraire, j'ai été très surprise de voir la réaction des gens. Autant de gens que ça aussi ce soir-là. Il y avait plus de 3000 personnes. J'ai été très fière. Et je pense, la raison pour laquelle les gens sont avec moi, et je le sens vraiment, parce que depuis que j'ai 12 ans, je dis que je suis fière d'être québécoise et je dis aussi que je veux chanter partout dans le monde et je veux chanter pour tout le monde et je veux chanter en français et je veux chanter en anglais aussi. Alors je pense que quand je suis arrivée avec mon disque en anglais, les gens ont pas fait un tour, les gens ont pas été surpris de ça parce que ça fait 10 ans que je les prépare à ça. Alors ce disque-là, pour moi, c'est pas juste le disque, pour moi, c'est comme si c'était le disque de tout le monde. C'est comme si on avait fait ensemble, ce disque-là. Alors les gens n'ont pas été surpris, puis ils n'ont pas fait un saut quand je suis arrivée avec un disque en anglais. Parce que les gens s'attendaient à ce que j'arrive avec un disque en anglais, parce que les gens sont habitués aussi de m'entendre chanter en anglais sur scène. Parce que quand j'ai commencé à faire du spectacle sur la scène, je chantais en anglais. Je faisais, les médias de Broadway, je chantais des chansons américaines, les plus grands hits, Somewhere Over the Rainbow, je chantais Memory. Toutes ces chansons-là, c'est des chansons que j'aime beaucoup. J'aime chanter en anglais aussi. Alors, j'ai toujours chanté sur scène en anglais. Alors,
là, je chante mes propres chansons. Alors, les gens, ça les fâche pas, parce qu'ils sont habitués de m'entendre chanter en anglais. Ce disque-là, puis je veux dire aussi que c'est pas parce que je chante en anglais que je renie toutes mes racines, puis que là, je me prends pour une Américaine, puis là, c'est un t-shirt blanc, puis la paire de jeans, puis les bottes de cowboy, puis je m'en vais aux États-Unis, puis je veux plus rien savoir de personne. C'est pas ça. Je fais un disque en anglais parce que j'ai la chance de le faire, puis j'aime chanter, puis je veux chanter dans toutes les langues. Si j'ai la chance de chanter en japonais, ben je vais le faire. Bon, alors voilà pour la question québécoise. Oui. Maintenant, tu te promènes à travers le Canada dans un contexte extrêmement difficile. Hein? On sait qu'il y a une grande animosité de la part du Canada anglais vis-à-vis du Québec à ce moment-ci à cause du lac Milch. Est-ce que toi, dans cette tournée du Canada-là, tu as ressenti ça? Pas du tout. Non, parce que ce qui a trait en tout cas à mon disque, au côté professionnel de la chose, là, je dirais même au contraire. J'ai pas senti rien de ça, de ce qui a trait au lac Milch. Je n'ai rien senti de tout ça. Même, c'est presque gênant à dire, j'ai été très appuyée et très encouragée. Puis moi, je peux vous dire que je n'hésite pas à dire que je suis québécoise. Au contraire, que je veux continuer à chanter en français, je leur dis. Tu as eu des critiques géniales. Et j'ai eu des critiques, même, c'est presque gênant, parce que j'ai été très appuyée. Puis de l'autre côté, humain, j'allais rencontrer les gens, parce que j'ai fait beaucoup de télévision, beaucoup de radio. Je suis allée, à Vancouver, à Edmonton, Calgary, Winnipeg, à Toronto, je suis allée partout. Même, j'ai fait une émission de télévision, Canada AM, c'est une émission nationale qui passe partout. Et j'ai même dit que j'étais québécoise et que je voulais le rester, et que j'avais la chance de faire un disque en anglais, mais que j'étais pour chanter en français tout le temps et partout, et que j'ai pas rien senti de ça du lac Milch, au contraire. Et le disque, il sort quand aux États-Unis? Parce que c'était ça le but de l'opération. Exactement. Le disque sort en France et aux États-Unis au mois d'août. Au mois d'août. Très contente. Vous avez prévu quel événement très rapidement pour la sortie du disque aux États-Unis? Ça va se faire. Je sais pas encore. On va commencer par le début, des émissions de télévision, de la radio, me faire voir, des entrevues avec la presse, etc. Et on va voir ce qui va se passer, je sais pas. En fait, garde ton petit t-shirt pour le lancement américain, il te porte. Je vais essayer, je vais regarder l'étiquette en arrière, c'est peut-être marqué en arrière. Je vais regarder et je vous rappellerai. Merci Céline. Merci d'avoir été. Et bon succès ailleurs aussi. Merci. Au revoir. Bye. Hamlet, mon Dieu. J'allais oublier Hamlet, ce n'est pas le moment. Vas-y, René. As-tu des lunettes? Non, il n'y a pas. Non, et c'est à peu près tout ce qui manquait. C'est un événement annuel, évidemment, quand on monte ça ici. On ne monte pas ça très, très, très souvent. C'est la dernière pièce cette année au TNM qui a eu des succès absolument extraordinaires. Et à mon avis, la mise en scène d'Olivier Reichenbach est purement, mais purement, vraiment exécrable. On va en regarder des petits extraits. C'est un peu de best-of. Vous allez voir dedans les personnages, un peu les décors, mais vous ne sentirez pas ce qu'on ressent dans la salle de ce décor-là. C'est le premier contact qu'on a avec une pièce, c'est son environnement. Vous ne le ressentirez pas vraiment. Je vais vous dire après tout le mal que j'en pense et pire encore. Mais regardons d'abord un peu pour avoir au moins un petit peu une idée de la sonorité de ce que ça donne. Quant à votre intention de retourner à l'université de Wittenberg, elle est loin de nous plaire. Nous vous prions non de rester ici, où nous vous verrons heureux et paisible, comme favoris, neveux et fils du roi. Si jamais tu as aimé ton cher frère, Oh Dieu! venge son immonde, son abject meurtre. Mort! Plus immonde, plus insolite, plus abject que le plus immonde, le plus abject des meurtres. Hâte-toi de me l'apprendre. Et plus rapide que méditation foncée d'amour, je cours te venger. Une des scènes fait penser aux circonstances dont je t'ai parlé de la mort de mon père. Dès le tout début de cette scène, je t'en prie, observe mon oncle. Si son âme coupable ne se démarque pas un passage précis, l'esprit que nous avons vu est donc maudit. Que je sois pour toujours condamné à l'errance du bonheur des mortels, que l'ennemi juré, implacable rival de ma tranquillité, me poursuive partout de sa haine jalouse, si peur que je vienne de l'entrave et fou. Mais Cathy, mon père, me reconnais-tu? Je crois très bien. Vous êtes la reine, femme du frère de votre époux. Seulement, ce n'est pas vrai, ma mère. Bon, c'est très difficile de juger là, quand on regarde ça comme ça. Le décor,
Le décor, il est avant-garde poussiéreux. Il y a une sorte d'environnement de tube avec tout l'éclairage qui est dessus. C'est comme devant la scène, en fait, derrière on le voit, avec derrière des rideaux qu'on ouvre, qu'on tire, on ne sait pas pourquoi, quel lieu, quel espace est censé créer ou fermer, on ne comprend pas. Il y a une espèce de scène centrale à moteur qu'on entend, qui tourne, qui avance, qui recule, qui bloque. C'est exaspérant. Et il y a Marc Bélan dans le rôle d'Hamlet. Le personnage d'Hamlet, c'est le pivot, bon, c'est sûr, et selon l'acteur et selon le metteur en scène, ça va dans un sens ou dans l'autre. C'est sûr que c'est ces deux personnes-là qui vont faire du personnage et de la pièce la différence qu'il peut y avoir entre une production et une autre. Marc Bélan a été dirigé par Reichenbach d'une certaine manière. À mon avis, assez fraîche, assez moderne, par moments intéressante, mais Reichenbach a complètement négligé le reste de la distribution. De sorte que quand Hamlet est sur scène, il se passe des choses. On peut aimer ou pas aimer. Aussitôt qu'Hamlet n'est pas là, c'est épouvantable. Ça tombe de partout. Il y a de grands acteurs là-dedans, Raymond Bouchard, Marie Tifo, Jean Dalmain, qui font ce qu'ils peuvent, qui essaient de sauver les meubles, mais ça ne marche absolument pas. C'est exaspérant. C'est, pour moi, une des très mauvaises mises en scène de la saison et un des ratages importants. Et ça dure 4 heures. Et Mme Petrovski a aimé ça un peu, je crois. Bien, c'est-à-dire, non, quoi qu'à un moment donné, je me rappelle, j'ai demandé à quelqu'un, coudonc, c'est une comédie, ça, Hamlet, parce que c'est vraiment, c'est loufoque, c'est complètement burlesque et tout ça. Quand je suis sortie du CNM, je n'avais qu'une envie, revoir immédiatement Hamlet dans une autre mise en scène classique, straight, pas avec tous ses effets, pas avec tout ce tape à l'œil. Cela dit, il y a le texte de Shakespeare qui est extraordinaire, qui est riche, où il y a des pistes incroyables, qui est moderne, parce que c'est aussi une pièce sur le théâtre, dans le théâtre, dans lequel Shakespeare donne des indications sur la direction d'acteur. Et malheureusement, Reichenbach n'a pas écouté Shakespeare parce que, bon, non, et moi, je ne trouve pas que Marc Bélan est très bien. Au contraire, première chose, il ne projette pas. Et alors, on n'entend pas la moitié. Il mange son texte comme ça ne peut plus. Et le choix, l'erreur, je trouve, qui est un choix de Reichenbach, c'est d'évacuer la mélancolie de ce personnage-là parce qu'il s'est dit, l'Hamlet d'aujourd'hui, c'est un personnage en colère, enragé. Mais c'est un choix qui peut se défendre, Nathalie, au moins. Oui, mais sauf qu'en évacuant la mélancolie, il a évacué toute l'intériorité, tout le déchirement d'Hamlet avec, bon, face à sa lâcheté, face à sa mère qu'il aime d'un amour douteux et tout ça. Tout le côté intérieur, on ne l'a jamais. Hamlet est un bouffon. Hamlet bouge très bien, il s'agite. On a l'impression qu'il a pris du angel dust. C'est un speed freak total. Oui, mais il y a certains moments où il est convaincant. Quand il fait être ou ne pas être, c'est complètement ridicule. C'est maigre. Il ne vit pas intérieurement. Il n'y a pas de cœur. Il n'y a rien dans le ventre. Alors, mais il est très bon. Alors, le côté comédien d'Hamlet, parce que Hamlet était un comédien, ça ressort. Le côté un peu manipulateur. Mais tout l'intérieur, fini, il reste rien. Les costumes sont hideux, sauf le sien. Et il y a un truc qui m'a très dérangé. Tu te dis, il n'a pas suivi les indications de Shakespeare, mais il a fait pire que ça. Il a mis Shakespeare dans sa pièce Horatio et déguisé en William, avec le petit top, la coiffure, la petite fraise ici. C'est un clin d'œil que je trouve. Mais moi, j'ai quand même pensé, je me rappelle de Phèdre, qui est par Reichenbach. Là, c'était sorti. Cette fois-ci, je suis restée 4 heures. Et quand même, je me suis amusée à travers tout ça. C'est grotesque, pareil. Mais on reste là, pareil. Mais ce sont des grands textes. Mais on dit à la 50, vous savez combien ça meurt dans les pièces de Shakespeare? À la 50, vraiment, mais ça tombe comme des mouches. La salle rigole. Ben, il a déclaré en entrevue au Belzer, Olivier Reichenbach, que s'il avait voulu mettre en valeur chez Hamlet, c'était le côté maniaco-dépressif du personnage, et de mettre en exergue. Il faut distribuer le lithium aux gens qui vont à la salle, qui sont dans la salle. J'en avais pas, moi, là. Quoi dire de plus? Alors, René va se balader dorénavant avec sa chaudière de lithium. Après la pause, nous allons vous parler de Wild Orchid, un film qui met en vedette quelqu'un qui a déjà un fan club considérable à travers le monde, Mickey Rourke. Dans un instant. C'est le 20e anniversaire de l'auto 649. Ça change pas le monde, sauf que... Non, pas de piscine. J'aime pas nettoyer les piscines. L'Auto-Québec vous rappelle que les jeux de loterie sont réservés aux 18 ans et plus. C'est à nous, adultes, d'y voir.
Les grands événements méritent d'être annoncés en grand. Tous les matins avec Dominique Bertrand et Paul Hout, du lundi au vendredi, de 9h à 11h. Et tout de suite après, Ricardo, avec Ricardo l'arrivée. Vos nouvelles matinées en Radio-Canada, dès lundi. Son assureur ne l'assure plus. J'étais maintenant considérée comme une conductrice à très haut risque. C'est épouvantable. Mais doit-on déclarer tous les accidents? Pourquoi aller se tirer dans le pied? Je suis refusée partout. La facture, mardi 19h30. Bébé, on est dans un Tim Hortons. C'est ici que papa et maman se sont rencontrés. Franchement. Ça sent bon, hein? Veux-tu un bagel? Un canal raisin? C'est son préféré, Minou. Commencez votre journée avec un savoureux bagel Tim Hortons grillé avec beurre et un café pour 1,69 $. Ça, c'est du Tim, comme je l'aime. C'est vrai que ça fait du bien, mais un bagel, ça Je prends mon rôle de père au sérieux, Minou. Un bon déjeuner, c'est important. Ah ouais, mais là, Hé, Minou, là, hein? Il faut que tu manges. Tu veux-tu un verre de lait? Il a dit oui. elle a dit oui. Alors, je vais demander à Marie-France de me résumer Wild Orchid. Ça a été très bien fait tout à l'heure en réunion. 4 mots et le code de ce film a été réglé. C'était quoi sur la pornographie? C'est René qui disait ça, en fait. Est-ce que c'était probablement un film porno tourné avec de grands acteurs et de gros moyens? C'est ce que ça aurait donné et c'est tout à fait ça. C'est un film, Wild Orchid, qui sort en français également, qui s'appelle Les fleurs du mal. C'est réalisé par Zalman King, qui avait scénarisé et produit 9 semaines et demie à l'époque. Et j'ai l'impression, d'ailleurs, dans cette lignée-là, que Wild Orchid va être à l'érotisme des danseurs de lambada du sous-sol de chez Alexandre, ce que 9 semaines et demie a été à l'érotisme des yuppies à bretelles, c'est-à-dire une espèce de résumé du Reader's Digest des 3 premières leçons du Kama Sutra. Voilà. Je pourrais vous raconter un peu l'histoire, c'est qu'il n'y a pas d'histoire comme dans tous les films porno, c'est disons une mise en situation et je suis polie et j'ai fait de grandes recherches pour vous trouver cette mise en situation. Alors disons que c'est une femme d'affaires un peu bitch qui emploie une jeune avocate un peu naïve, pour pas dire niaiseuse, et ils s'en vont régler des affaires à Rio et là elle va la pousser, la pauvre petite avocate naïve, dans les bras de Mickey Rourke qui est un homme d'affaires sordide et avec qui elle a eu une vague liaison. Évidemment à la fin ils vont trouver l'amour. Alors on en regarde un petit extrait. Ça a l'air beau. Oh! Someday, you'll tell your grandchildren how you were once in Rio. A man with bodyguards. He brought you to an old converted slave quarters and had you walk across the room in another woman's dress. How do you know this isn't my dress? Because I bought it for Claudia. Alors, dernière lambada à Rio, ou alors la biche et l'impuissant. C'est exactement ça. Tout à fait. Et ce film-là est d'un kitsch sidéral, mais en même temps, kitsch dans le plus mauvais sens du terme, parce que c'est vulgaire. Ça sent le fric, ça sent... C'est complètement recette, manipulation, les clichés sur le Brésil là-dedans, la lambada, les quartiers sordides, le carnaval de Rio, évidemment, on n'y échappe pas. Les scènes de cul sont très explicites, mais en même temps hypocritement filmées. Je veux dire, ça s'arrête là où ça commence. Allez donc vous louer une cassette porno, il me semble que c'est plus intéressant que ça. Le jeu des comédiens. Que dire du jeu des comédiens? Une expressivité incroyable. La jeune fille, la jeune avocate, elle s'appelle Carrie Otis, c'est une ancienne mannequin, et là-dedans, elle s'exprime à travers sa lèvre. Alors, la lèvre frémit ou devient très pulpeuse. Quand elle frémit, c'est qu'elle a peur. Quand ça pulpe un peu, c'est que là, c'est le désir qui s'exprime. Jacqueline Bisset, qui fait la méchante bitch, a toutes les nuances de l'agressivité qui vont à peu près de Alexis dans Dynasty jusqu'à Denise Bombardier. Et Mickey Rourke qui se prend littéralement pour Marlon Brando, mais de qui on ne voit même pas les fesses parce qu'il est devenu gros et très, très laid. Et bien, lui, on sent dans son petit œil, est-ce que l'info va m'avoir cette année? Non, on sent même pas ça. On total. sent même pas ça. On sent qu'est-ce que je vais faire ce soir, qu'est-ce qu'on mange. À peu près, du homard ou du Il castor. ressemble, Mickey Rourke, à Michel Giroir qu'on aurait passé au tirage brun. Exactement. Il est comme bronzé par tache et il y a un côté bouffi. Il est bien comme tout. Écoute, il faut aller voir ce film-là. Non, il ne faut pas aller voir ce film-là. La musique de ça est d'un ennui mortel. Le cul, comme dit Marie-France. Moi, je rêve vraiment depuis très longtemps d'un bon film de cul avec un budget énorme et de grands acteurs qui le font. Emmanuel. Ah non, un vrai, et qui le font. Je trouve que, en regardant ça, on se dit, ça se peut sans doute pas. C'est sans doute pas possible que la mise en situation occupe une certaine importance, puisque ça s'adresse à un public qui ne veut voir que la chose, mais dans un film comme celui-là, on ne la montre même pas vraiment. On la montre un petit peu à la fin. Les quelques 6 ou 7 minutes qui sont coupées dans la version anglaise originale et qui existent dans la version française,
c'est un petit peu émoustillant. C'est pas... On ne voit pas vraiment les objets du désir, mais enfin, on voit des corps s'agiter. La question se pose, est-ce que les choses sont faites pour vrai? Ben, il paraît que oui, mais ça, on sombre dans le numérique, là, Georges Hébert. Ben, c'est Il une paraît. question qui se pose, je pense que tout le monde se pose. On ne peut pas l'affirmer. oui. Certains l'affirment. Ça a l'air assez... ça a l'air plein d'allant. Mais c'est d'une sottise, d'une crétinerie, alors que 9,5, moi j'avais trouvé intéressant physiquement ce film-là. C'est vrai que c'était extrêmement youpi, mais c'était très sleek comme aménagement. Tout ça. Là, c'est le décor, les costumes, c'est d'un délire quétaine. Excuse-moi, on est bien que tu sois plein d'allant. Vous allez me couper là, là? C'est dommage, quand on parle d'un film cochon, c'est très, très, très... Coupez ça net. Pour passer à l'année qui ne m'a pas sauvé la vie, qui a été écrit par Hervé Guibert, ce livre-là est publié aux éditions Gallimard. Les critiques français ont crié au chef-d'œuvre. Je l'ai lu, moi, textuellement, dans au moins 2 des critiques que j'ai lues. Toi, tu l'as lu, Dany, et tu es prêt à crier au chef-d'œuvre? Non, non. Mais je dirais que c'est un très bon livre. Fait par un tout jeune homme qui a 35 ans, qui était un très jeune romancier, le plus important en France, qui publie chez Gallimard et aux éditions de Minuit, qui a publié 13 romans déjà, tous salués par la critique, dont un merveilleux des aveugles. Et c'est un écrivain au sommet de sa forme, il n'en écrira pas d'autres, il le dit. D'ailleurs, le titre le dit, « À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie », qui est une merveille comme titre, et qui dit tout ce que le livre dit longuement, pas trop longuement, sur 180-250 pages à peu près. Bon, c'est l'histoire. Voilà, ça se passe, c'est le sida. Mais pour une fois, ce n'est pas le sida comme un documentaire, comme un docudrame bien pleuré, j'ai le sida. C'est le sida vraiment dans le roman. Et le personnage s'appelle Hervé Guibert, lui-même l'auteur, et il a le sida. Et pour une fois encore, on ne plaint pas, au contraire, c'est un jeune homme pervers, c'est un jeune homme méchant, c'est un jeune homme proche de Truman Capote, donc il a à peu près des qualités, c'est-à-dire il est de petite taille, il est homosexuel, il est pervers, il est méchant, il est d'une très grande sensibilité et il écrit bien. Bon, ce n'est pas Truman Capote, ce n'est pas un grand maître du style comme Capote, mais c'est un jeune homme au sommet de sa forme. Bon, voilà. C'est un groupe d'amis qui a le sida, et ce sont ses copains. Et dans ce groupe, il y a Michel Foucault, le philosophe qu'on connaît, un portrait très joli de Foucault. Il y a aussi une jeune fille qui s'appelle Marine, qui est en fait Isabelle Adjani, et qui sont ses amis. Mais ça, c'est la critique française a retenu, parce qu'il y a tout le côté commérage de l'affaire. Mais l'histoire est beaucoup plus intéressante. C'est un roman sur le sida avec suspense. Parce que dans le premier tiers du livre, on voit ce groupe d'amis qui est en train de gérer son sida, et de savoir comment mourir, comment apprivoiser ce sida, parce que le sida génère toujours une métaphore guerrière. C'est les leucocytes qui attaquent, parce que c'est le principe diminué des défenses acquises, c'est les leucocytes qui attaquent qu'on appelle les killers, et vous, votre système d'immunodéfense est défendu par les keepers, c'est-à-dire les gardiens. Donc on voit toujours la guerre. Et lui, il est en train de régler son affaire de killers et de keepers quand un Américain, un de ses amis qui vit aux États-Unis et qui s'appelle Bill, qui est directeur d'un consortium de pharmacie, arrive tout d'un coup et dit « on a le vaccin ». Là, on a fait la fiction, là. Attendez-vous, il raconte, ça se passe là, 88, 87. Il dit, on a le vaccin, mais on ne peut pas vous donner ça à tout le monde parce que les Américains sont très forts sur le contrôle, mais on commence à faire des tests. Écoute, Dany, Marie-France va nous conter la suite. Oui. Alors, ben voilà, l'ami va le mener en bateau et finalement, il n'y aura pas de vaccin. Pendant 1 an, il va rester accroché à ça et son taux de leucocytes diminue. À 200, il ne peut plus avoir le vaccin. Et à 200, il se met sur l'AZT et il n'y a plus moyen d'avoir de rémission. C'est fini. Et donc, le suspense est là, s'installe. Et c'est très technique. On ne nous raconte pas sa 24e pneumonie. C'est très technique. Le nombre de leucocytes qui diminue et en même temps, très poétique. Un talent d'écriture. Il y a des images là-dedans. D'abord, juste la première phrase qui est suivante. J'ai eu le sida pendant 3 mois. On ne peut pas avoir le sida pendant 3 mois. On en meurt. Et donc, c'est tout le jeu de tout son humour féroce, absolument pervers s'installe là dès la première phrase. C'est un jeu qui joue. Des images tout à fait terrifiantes par où on sent le talent d'écrivain afflué. Il raconte donc la mort de Foucault. Et Foucault admirait Christine Ockrent, cette présentatrice à la télé française. Et le jour où Foucault est mort, Christine Ockrent a pris, on ne sait pas si c'est vrai, mais lui le raconte admirablement, a pris quelques secondes du rire, un fou rire de Foucault en entrevue et a présenté ça. Et une autre, c'est très beau comme image. Il y a plein de belles images comme ça, mais il y a surtout là-dedans, face à la maladie mortelle, face à un livre qui parle de maladie mortelle, nous, lecteurs, nous sommes très moraux, nous sommes très voyeurs, et on s'attend généralement à des livres pleins de compassion. Et on attend d'écrivain un témoignage, on attend quelque chose
de l'édification, finalement, alors qu'il y avait justement un sondage dans l'Express ou dans le Nouvel Obs il y a quelques semaines qui demandait à la population, si vous aviez le sida, comment réagiriez-vous? Et 2 ont dit, j'en profiterais pour me venger et j'irais contaminer d'autres personnes. Et lui, ce qu'il fait, Hervé Guibert, c'est qu'il contamine. Il le dit lui-même, il dit, je suis un poison. Et par l'écriture, il va aller régler des comptes avec des personnes. Il ne voulait pas que ses parents le sachent. Là, les parents le savent en maudit. Foucault n'a jamais voulu révéler les affaires de sa vie privée. À cause d'Hervé Guibert, maintenant, le monde entier sait que Foucault s'adonnait au sadomasochisme et compagnie. Il règle des comptes, des affaires absolument hallucinantes. Donc, c'est littéralement empoisonné, ce livre-là. Et on se demande un peu jusqu'où on peut aller trop loin en écriture. Et je pense également au livre de Dubrovski, le livre brisé. Ouais, et la réponse, c'est qu'il faut aller trop loin nécessairement. Il y a quelque chose aussi, on avait demandé une fois à Hemingway qu'est-ce que fait que le courage, il a dit, c'est l'élégance dans les situations difficiles. Et tout le monde rêve de pouvoir faire un livre pareil. On se dit, est-ce qu'on va être lâche quand on va l'avoir? Et lui, il a fait exactement ce dont on rêve. Et c'est extraordinaire. Et aussi, ce qui est encore plus émouvant, c'est de prendre le style comme parade face à la mort. Il dit à un moment donné, je préfère mon livre à ma vie. C'est extraordinaire que le style. C'est vraiment très, très beau. C'est très, très, très beau. Alors, le titre du livre, c'est « À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie ». C'est un livre d'Hervé Guibert et il est publié aux éditions Gallimard. Après la pause, vous aurez l'occasion d'entendre Georges Hébert-Germain. Vous avez déjà vu sa tenue vestimentaire et il sera en confrontation avec M. Paul Hunter dans un instant. La Maxima 255 chevaux de Nissan. Dimanche soir, à Radio-Canada. À Découverte, nous retraçons l'évolution des primates, des tout premiers singes jusqu'à l'apparition de l'homme. Puis nous entrons dans l'univers de Claude Meunier avec l'émission Les AA et un épisode de La Petite Vie. Sérieux, j'ai-tu l'air fif? Oui ou non? Dimanche soir, 18h30, Découverte, suivi du week-end de nos 50 ans et de Ici la rentrée. Chez Subway, quand tu achètes le trio PlayStation, tu peux gagner entre autres des PlayStation 2, des jeux, des CD, des locations de jeux, des produits Subway et le grand prix incluant la méga remorque PlayStation 2 pendant une journée. Son père s'appelait M. Raoul Hunter. Il était caricaturiste au Soleil à Québec. Son fils, c'est M. Paul Hunter, qui est notre invité. C'est un peintre, sculpteur. C'est un artiste conceptuel. Il a vécu quelques années ici à Montréal. Il fait brillante carrière à New York, où il est arrivé le 21 août 1981, dans l'après-midi. Alors, il présente à Québec en ce moment une exposition d'un titre et œuvres en vous. Georges Hébert y a assisté. Toi, Georges Hébert, tu nous as rapporté les catalogues. On a tous été émerveillés. C'est vraiment très beau. Moi, j'ai été fasciné par la beauté des images qui nous sont présentées dans cette exposition. J'ai été fasciné par votre habileté aussi. C'est vraiment très bien fait, c'est bien facturé, c'est bien encadré, c'est beau, c'est propre, c'est magnifique. Mais ce qui m'a plu le plus, je pense, c'est la cohérence, les liens qui existent entre chacune de ces œuvres-là. Et après avoir fait le tour une fois ou deux de cette exposition, chacun des tableaux, chacune des pièces que je voyais me semblait contenir un peu de tout ce que les autres contenaient. Et j'ai l'impression que si on sortait quelles que soient les pièces de ça, qu'on enlève quelque chose, c'est vraiment un ensemble très, très cohérent, très bien structuré. Il y a un discours, il y a un propos artistique, moi, qui m'a vraiment fasciné, que je ne comprends peut-être pas dans sa totalité, dans sa globalité, mais, et dans toutes ses avenues, mais que j'ai quand même trouvé très fascinant, que j'ai trouvé charmant, Et je pense
qu'il y a un personnage important pour vous qui est New York, dont on parlait tantôt. Vous êtes arrivé le 21 août 1981. Dans l'après-midi. Et vous nous présentez des vues de New York qui sont intitulées de cette façon, mais aussi peu à peu on découvre que ce qu'on voit, ce que vous nous donnez à voir en faisant le tour, par exemple, on voit l'Empire State Building, bien là, c'est peut-être pas le moment d'en parler, mais enfin, c'est que peu à peu ce qu'on voit devient un matériau. Ce que vous trouvez à terre, je ne sais pas comment on appelle ça, de l'art trouvé ou des street jewels, et que finalement, c'est ce qu'on voit, c'est ce que vous donnez à voir qui devient l'un des matériaux. C'est New York qui devient le grand matériau de votre œuvre que je mets au singulier. Pourquoi New York? Est-ce que le 21 août 1981, lorsque vous êtes parti de Montréal, après avoir étudié à Concordia pour vous rendre à New York, est-ce que c'est avec ce but de faire ce qui, moi, m'apparaît comme un portrait de New York ou comme une grande réflexion sur cette mégalopole? Wow, ça c'est une grosse question. Bon, d'abord, je pensais venir ici passer au tordeur des trains avec moi. C'est vrai, bon. Premièrement, pour ce qui est de la cohérence d'exposition, je peux donner un peu comment ça s'est fait. C'est le Musée du Québec, entre autres Louise Derry qui vient dans mon atelier, avec Marie-Lucie Crépeau. Et puis, je leur ai dit, vous prenez ce que vous voulez. Normalement, les gens, les musées, dans les galeries, sans faire le procès de personne, ils veulent avoir une seule chose. Un thème, par exemple. Un thème, ça devient comme une signature. Puis eux, ou elle a pris le taureau par les cornes, ça s'est dit, on met tout. Alors, c'est un peu comme un pari, puis les choses se répondent une à l'autre comme ça. Évidemment, je suis moi-même très surpris de voir ce que ça a donné. Là. Ça m'a donné comme un recul sur mon travail que je n'aurais pas vu autrement. Entre autres, les encaustiques. Quand tu avais décidé de toutes les prendre, il y en avait 28, puis j'ai été obligé de toutes les encadrer en l'équivalent de près une semaine et demie. Hein. Je ne sortais plus jamais ça. Maintenant, pour ce qui est de New York, c'est venu au fur et à mesure. C'est un peu l'esprit de l'exposition. D'ailleurs, ça, c'est le catalogue, vous l'avez amené. Hein. Quand on lit le catalogue, on essaie de refaire le cheminement que j'ai fait à mon apprivoisement de la ville de New York. Alors, au début, ça commence par des formats plus petits, plus intimes, des choses portatives, des choses qui rentrent dans le métro, sont plus... mais pourquoi New York? Est-ce qu'au départ, c'était une réalité de la vie, de la terre, du monde qui vous fascinait? C'était parce que c'est un personnage, vous en faites une sorte de personnage, c'est très présent. On entend presque New York, on sent, il y a l'asphalte dans cette exposition. On a vraiment l'impression, moi j'ai l'impression d'être allé à New York plus qu'à Québec, en me rendant au Musée du Québec. C'est évident que si mon atelier était à Québec, mon art serait différent. Ouais. Mais pourquoi New York? C'est que, en tout cas présentement, pour moi, là, il semble que cette ville-là, c'est le centre du monde en art visuel. C'est comme un carrefour, une métropole. Et puis, il y a une énergie qui se dégage de là. C'est sûr que ça a l'air d'un cliché, là. Mais tout ce que vous avez vu dans l'exposition, ben, c'est l'inspiration de cette ville-là. Dans quelques années, ou je sais pas, on ne sait pas le futur, mais ça pourriez-vous envisager de vivre ailleurs qu'à New York, ou si ce bain d'artiste, c'est quelque chose qui vous est nécessaire? Ben, moi, au début, je pensais une année. Ça va commencer ma 10e année, alors on ne sait pas comment... C'est comme une espèce d'apprivoisement. On sent qu'il y a encore une réflexion sur New York, il y a encore des choses que vous êtes en train de faire à New York qui sont inachevées, je pense. Ben ça, c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, ben tu vois, ça, c'est la suite de ton travail. » C'est évident, mais une fois que c'est fait. Mais moi, j'aimerais ça qu'on me le dise, ça va être quoi ma prochaine étape? Là? J'ai une question. C'est plus embêtante maintenant. Je mentais un peu tantôt en disant que le personnage, c'est New York. C'est que peu à peu, au fur et à mesure qu'on entre plus profondément dans cette œuvre-là, on a l'impression que le personnage, c'est vous vraiment. Et évidemment, on retrouve l'artiste dans ses œuvres tout le temps, et c'est normal qu'il soit là. Mais on a l'impression que vous êtes en train de créer une sorte de tombeau. Là. Je ne dis pas au sens funèbre ou funéraire du mot, mais comme, par exemple, Ravel faisait le tombeau de Couperin ou Mallarmé, celui de je ne sais trop qui, de Pau, par exemple, une sorte de mausolée, puisque dans ce New York, vous le marquez, on voit partout, je pense par exemple au Putrescata, quand on regarde comme il faut, attentivement, on voit vos empreintes digitales. Partout, on voit le moule de vos oreilles, on voit le moule de votre visage, on voit les empreintes digitales partout. Et on voit ce que vous voyez, on voit ce que vous ramassez dans les rues. On peut presque suivre le cheminement de chez vous à votre atelier, où on peut vraiment... Et on a l'impression que c'est Paul Hunter qui est en train... Si, par exemple, des gens considéraient cette œuvre dans une pièce ou deux, ils verraient Paul Hunter comme une espèce de prince qui s'est construit un cocon. Et je pense que la tentation de l'artiste, c'est de faire du monde dans lequel il vit, de faire un cocon. Est-ce que c'est ce que
C'est très égocentriste, un artiste comme Ben, vous, c'est non? une vision personnelle. C'est évidemment cette vision de la ville comme je la vois. Et puis c'est aussi un autoportrait dans le sens que c'est comme... Je pense que je vais essayer de répondre différemment, là, peut-être que ça va être plus simple. C'est un petit peu comme une métaphore. Bon, la ville de New York, c'est évidemment quelque chose d'immense. Là. Puis au fur et à mesure qu'on avance dans mon travail, on se rend compte qu'il y a une sorte d'apprivoisement de la ville. Ça devient plus familier. On sait où acheter les billets de métro, puis faire son lavage, des choses aussi simples que ça. Mais aussi, il reste toujours une sorte d'isolement. Rien de pire qu'être tout seul dans une foule. Là, c'est un cliché. Bon, dans les gravures, entre autres, sur la suite, sur l'Empire State Building, c'est toujours l'Empire State avec beaucoup de vide. Quand on parle du travail dans 100 ans ou dans 200 ans, moi, ce que je retiens là-dedans, c'est... quand j'exposais à Québec, les gens m'ont dit c'est New York, c'est pas New York en même temps. Parce que le cliché qu'on véhicule avec New York, c'est la violence, le monde qui font attaquer le métro, tout ça. Finalement, ça a l'air serein. Mais en deuxième lecture, quand on regarde, par exemple, la série sur la fin de la nature, End of Nature Series, les morceaux de vitre, c'est des morceaux de pare-brise éclatés. Des bouteilles de crack. Des bouteilles de crack. Bon, je pense que c'est la drogue. Ce qui est étonnant, c'est qu'à travers ça, il y a par exemple une feuille de ginkgo, il y a des choses très fragiles qu'on trouve, ou il y a une espèce d'association que vous faites entre les choses artificielles et les choses de la nature. C'est ça, New York. C'est ça, New York. C'est une espèce de contraste. Merci d'avoir été. Avez-vous trouvé le tordeur très douloureux? Non. C'est le tordeur de Georges Hébert. Vous me confortable. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. De retour après la pause. Bon. Salut, je m'appelle Julie, j'ai les cheveux châtains, ma couleur préférée est l'orange. J'haïs le chocolat, mais j'adore les livres d'histoire. Plus tard, je vais être traductrice ou journaliste à l'étranger. J'y pense tous les jours. Mais en tout cas, je veux faire toutes les études qu'il faut pour y arriver. Ben, je suis heureuse de faire votre connaissance et d'être votre fille depuis 15 ans. Parlez-leur. Intéressez-vous à leurs rêves, leurs projets. Aidez-les à les réaliser. Salut les gars! Coiffeur esthétique, c'est moi. Le premier qui m'emmerde, j'ai casse la gueule. Qui tu seras pour ton supérieur? Une nouvelle saison commence pour Virginie. Virginie, première, lundi, 19h. Il paraît qu'il n'y a pas trop le tour avec son monde. Il paraît qu'il travaille pour un magazine de popounes. Depuis le temps que je rêve d'écrire un article de fond sur le traitement des varices. Rumeur, à Radio-Canada dès le 18 septembre. Il paraît que c'est bien bon. Ça? Avant d'acheter, vous magasinez, vous comparez. Magasinez l'intérêt qu'on paye sur votre épargne, vous pouvez maintenant. Le compte épargne placement d'ING Direct offre un des meilleurs taux du marché, sans frais, sans minimum, sans avoir à changer de banque ou de caisse. Et tout se fait sur le web ou au téléphone. Et vous avez toujours accès à votre argent. Appelez 1-866 ING Direct. Avec ING Direct, c'est votre intérêt qui compte. Après 3 ans et demi de silence, Daniel Lavoie nous revient avec un micro-sillon, cette fois-ci pas de spectacle en vue. Le titre du micro-sillon, c'est Long courrier. Alors si la canicule se poursuit, peut-être la semaine prochaine, l'accueillerons-nous ici en confrontation, dans une piscine ou dans une baignoire? J'y allais peut-être, mais c'est pas sûr que je vais y aller. J'aime pas ça sauter dans des bains avec des piranhas. Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là? On saute ou... Oh, me connaissant, je vais probablement sauter parce que je suis un petit peu suicidaire sur les côtés. Comme vous savez, hier à Québec, j'ai sauté en parachute, donc je peux bien sauter dans un bain avec des piranhas. L'impérialiste, ça m'a tellement fasciné. Oui, on est en train de poursuivre la conversation sur l'exposition de Paul Hunter à Québec. Il disait que pas les impressionnistes, les impérialistes forment une partie de son exposition. C'est extraordinaire. Si vous étiez à New York ce soir et vous y retournez, je pense, qu'est-ce que vous iriez voir si vous aviez 3 heures de disponible? Je pense que j'irais voir un film. Lequel? J'arriverai vers 9 h. Alors, les musées seraient fermés. Alors je dirais le lendemain, j'irai au Metropolitan. Oui. Ou je pense que l'exposition qui va ouvrir, c'est Francis Bacon au MoMA prochainement. C'est à voir, ça, c'est
Alors, on le retient pour notre prochaine sortie à New York. Merci, Paul Hunter. Toi, René, où nous envoie-t-il? Albert, moi, je vous propose un film qui vient de prendre l'affiche, qui est très, très particulier. Ça s'appelle Helsinki, Napoli, All Night Long. Il est en version française également, mais il faut le voir, à mon avis, en version anglaise. C'est 24 heures, une nuit, pas 24 heures, une nuit dans la vie d'un chauffeur de taxi et de son environnement. C'est un film plein de clins d'œil qui rappelle ce que les Américains font dans ce genre-là, drogue, poursuites, bandits, etc., mais vu très différemment et avec plein de caméos, dont Wim Wenders. C'est un film qui a été fait en 86, je crois, 87, qui est tout à fait étonnant. Helsinki, Napoli, All Night Long, ça vaut, je pense, le déplacement. Bon, moi, je vous envoie regarder, voir au Parisien Yaaba, qui veut dire grand-mère. C'est un film de Idrissa Ouedraogo, qui a eu le prix de la critique au Festival de Cannes l'année dernière. Ça raconte l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Bilal et de sa grand-mère, Sana. C'est une vieille dame un peu rejetée par le village. C'est un film d'initiation, plein de tendresse, filmé de manière sobre et calme, enfin, narration africaine. Alors, pour rester dans une perspective dalinienne, ce soir et demain à 19h, je vous envoie au Winnetascope, où on vient de sortir à Montréal le plus récent film de Peter Greenaway. Ça s'appelle Drowning by Numbers, et c'est 3 femmes, 3 générations qui décident de noyer leur mère. C'est assez intéressant, donc au Winnetascope. Et moi, eh bien, je vous envoie célébrer le 50e anniversaire du vote des femmes. C'est à l'Arena Maurice Richard ce soir à 20h30. Ça s'appelle, Femme de tête, non, Femme en tête d'affiche. C'est une mise en scène de Denis Filiatro. Il y a Paul Baillargeon, Marie-Claire Séguin, Louisette Dussault, enfin plein de monde. Il paraît que ça va être un très beau spectacle ce soir. Bien, vous aurez compris que moi, je vous recommande chaudement l'exposition de Paul Hunter au Musée du Québec à Québec. Et aussi un film de Michel Brault qui s'appelle Les Noces de papier avec Geneviève Bugeaud. C'est une belle histoire d'amour, mais c'est aussi un film sur l'immigration, sur ses grandeurs et ses misères. Et la seule femme, je pense, qui ne sera pas avec le groupe de femmes en tête d'affiche, c'est Morane. Vous pouvez la voir, elle, au Spectrum, ce soir à 7h30. Je crois qu'il reste encore d'excellentes places de disponibles. Alors, on vous souhaite une excellente fin de journée. Rafraîchissez-vous comme vous le pourrez et on sera là présent la semaine prochaine, samedi, 5h. Au revoir, bonne semaine. Notre programmation spéciale se poursuit après la pause avec Music Hall. Ensuite, revoyez des extraits du match opposant les Canadiens de Montréal et les Nordiques de Québec lors des séries éliminatoires de 1984.